Quelles sont alors les formes cliniques du syndrome méningé? Parce qu'on a dit tout à l'heure, syndrome méningé, c'est des céphalées, c'est des vomissements, plus signes associés aux signes de gravité. L'examen clinique, c'est de Kerner, c'est de Brudzinski. Ça, c'est le cas. En sémiologie, vous avez toujours la présentation classique typique, et vous avez des formes, des variations qu'il faudrait connaître, et qui sont généralement la source d'errance diagnostique. C'est parce que ce n'est pas une situation typique. On peut avoir un syndrome méningé authentique sans raideur de la nuque. Vous dites, ouais, comment ça se fait? Tu nous dis que syndrome méningé, il faut on peut avoir des cas atypiques comme ça, et que malheureusement, ils sont l'erreur, ils sont la cause d'erreurs diagnostiques. Donc on peut avoir les méningites. On peut avoir les méningites. Pardon, excusez-moi. On peut avoir les méningites du nouveau-né. D'accord? Le nouveau-né va exprimer ça par des cris, des gémissements. Vous allez constater qu'il y a une tension parce qu'il y a absence de fermeture, pas toujours la fermeture des fontanelles antérieures. Donc vous allez voir un bombement des fontanelles. Au contraire, vous allez voir une hypotonie, d'accord? Une hypotonie du nouveau-né avec une hypotonie du cou, avec un regard perdu en soleil couchant. C'est un nouveau-né qui est allongé et qui a un regard lointain. D'accord? Ça peut être la présentation d'un syndrome méningé du nouveau-né. Ça veut dire que dans le nouveau-né, on ne peut pas avoir la raideur nucale, le signe de Kerner-Brudzinski. D'accord? Dans le cadre des méningites chroniques, c'est-à-dire qu'il y a un foyer infectieux mais qui s'installe de façon très progressive, d'accord, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, le syndrome méningé, il est extrêmement discret. On a généralement les céphalées, mais pas réellement la raideur de la nuque, le signe de Kerner que de Brudzinski. D'accord? On peut avoir un syndrome méningé qui va se révéler par un syndrome confusionnel. Le patient, il est admis aux urgences parce qu'il commence à avoir des propos incohérents, il est désorienté dans le temps et dans l'espace, il est agité, il est mal habillé, un discours inapproprié, c'est ce qu'on appelle le syndrome confusionnel, qui peut être le mode de présentation d'un syndrome méningé. D'accord? Donc ce qu'il faudrait retenir, c'est que généralement, le syndrome méningé, il est tellement typique qu'impossible. Un étudiant en deuxième année, si vous faites une garde aux urgences, c'est facile de reconnaître. Céphalée, vomissement, raideur de la nuque, signe de Kerner-Brudzinski, vous avez le diagnostic. Mais gardez à l'esprit, on peut avoir des présentations qui ne sont pas vraiment spécifiques. Chez un nouveau-né, c'est plutôt une hypotonie et un regard lointain, un bombement des fontanelles. Dans le cas des méningites chroniques, on peut avoir les céphalées, les vomissements, mais le syndrome, la raideur de la nuque peut faire défaut, et on peut avoir des présentations vraiment bizarres, comme un syndrome confusionnel et une agitation des propos incohérents. D'accord? C'est des présentations qu'il faudrait connaître, parce que malheureusement, ils sont la source, comme j'ai dit, de retard de diagnostic. Les étiologies. En tant qu'étudiant de 4e année, il est impératif d'avoir à la tête cette organisation. Deux principales étiologies. Les étiologies des méningites, elles sont extrêmement nombreuses. Infectieuses, inflammatoires, vasculaires, tumorales, paranéoplasiques, tout ce que vous voulez. Mais pour un étudiant de 2e année qui commence ses études médicales, on vous demande de se rappeler de deux étiologies. L'hémorragie méningée et les méningites. L'hémorragie méningée, c'est un début brutal. Tout à l'heure, j'ai dit céphalée brutale en coup de poignard, avec absence de fièvre. Il n'y a pas de syndrome infectieux. Pour les méningites, le début est moins brutal. Vous avez toujours une fièvre, toujours et constamment une fièvre élevée. Vous avez un syndrome infectieux avec des frissons, des sueurs, des myalgies. La notion d'épidémie ou de cas similaires, notamment si vous avez une méningite et un méningocoque. Et puis, vous avez les autres signes infectieux. D'accord? Une diarrhée, une rhinopharyngite, un rash cutané. Donc, il faut sortir de ce cours-là avec, comme objectif, reconnaître la forme classique du syndrome méningé, connaître cette hiérarchie, tableau clinique, scanner puis PL, d'accord? Connaître les présentations atypiques, connaître les deux principales étiologies. Donc la méningite
et se définit par l'association d'un syndrome ménager avec un syndrome infectieux, fièvre, frisson, altération de l'état général. Le syndrome infectieux, il est d'intensité variable, selon l'étiologie. Et l'élément capital à rechercher à l'examen clinique, lorsque vous avez un syndrome ménager associé à une fièvre, le risque, c'est qu'il soit en rapport avec une méningite infectieuse, un méningocoque. Méningite infectieuse, un méningocoque, qui est une grande urgence médicale, parce qu'il menace le pronostic vital de la personne, mais également une grande urgence épidémiologique, parce que la transmission, elle est rapide. On peut avoir un cas index à l'amphi, toute la promotion et toute la faculté et toutes vos familles peuvent avoir la méningite à méningocoque, qui peut être mortelle. Les grandes épidémies dans le monde, des méningites graves, c'est le méningite à méningocoque. Un cas index dans l'école, toute l'école va être infectée, et puis de l'école, les membres de la famille, et puis des membres de la famille, les autres membres de la famille, et ça donne des grandes épidémies. C'est pour ça, aux urgences, en tant qu'interne, en tant qu'étudiant, il faut se rappeler le réflexe. Syndrome méningé, ça peut être en rapport avec une cause infectieuse, c'est ce qui définit une méningite. Parmi les méningites graves, c'est les méningites à méningocoque, et qui vont avoir la particularité de se présenter sous forme de purpura. D'accord? Qui se définissent, qui sont des taches. Regardez ici, ça passe très bien. C'est des taches au niveau des membres inférieurs, au niveau du tronc, qui peuvent être au niveau de la région lombaire, au niveau du thorax, au niveau du visage. Des taches rouges ou violacées et qui ne s'effacent pas à la vitropression. Vous appuyez, c'est rouge, c'est une tache, plusieurs, pas une seule. Vous appuyez, ça ne disparaît pas. Ça définit ce qu'on appelle une tache purpurique. Donc, syndrome ménager. Dans le cadre d'un syndrome infectieux, présence de taches purpuriques, c'est une méningite, un méningocoque jusqu'à preuve du contraire. Ça suppose de déclencher une alerte, d'isoler le patient, de limiter le contact avec le patient pour éviter l'extension de l'infection. On va faire par la suite notre enquête épidémiologique et toute personne, c'est ça se confirme que c'est une méningite à méningocoque, toute personne pendant le trajet, toute personne qui était au contact avec ce patient devrait être traitée et vaccinée. Sinon, il est dans le risque de faire également une méningite à méningocoque qui est mortelle. Donc, impossible pendant l'examen qu'on vous donne le tableau clinique du méningite, un syndrome ménager. Par la suite, on vous décrira des taches purpuriques. Si vous n'évoquez pas la méningite à méningocoque, c'est inadmissible. D'accord? Donc, syndrome ménager associé à un syndrome infectieux, fièvre, frisson. La présence de purpura, c'est une grande urgence vitale et épidémiologique parce que c'est une méningite à méningocoque jusqu'à preuve du contraire. Donc, les principales causes des méningites, vous avez qui vont se traduire par le syndrome ménager en association au syndrome infectieux, mais au niveau de la PL, vous allez trouver un liquide qui est purulent. À l'opposé, vous avez ce qu'on appelle les méningites lymphocytaires. Ce sont des méningites qui vont se traduire par un syndrome ménager, avec un syndrome infectieux, mais le liquide, le SCR, va être tout à fait clair. C'est important de faire cette dichotomie parce que ça va vous permettre de raisonner étiologie, germe. Les étiologies des méningites purulentes sont différentes des germes qui sont responsables du méningite à liquide clair. En cours de pathologie de 4e année, on va vous traiter comme ça. Le chapitre des méningites purulentes, le chapitre des méningites à liquide clair. Donc pour les méningites à liquide purulente, vous avez beaucoup de germes, l'hémophilus influenzae, le Neisseria meningitidis, le streptocoque, le pneumocoque. Chez des terrains particuliers, notamment le nouveau-né, les minotrues, vous avez le listeria, le streptocoque. Dans le cadre des méningites lymphocytaires, ce qu'on appelle les méningites à liquide clair, soit c'est viral, et dans ce cas-là, c'est plus bénin. Les méningites virales, généralement, c'est une prise en charge symptomatique, un repos, un traitement antalgique, une réhydratation, et les choses peuvent s'améliorer. D'accord? Sauf
Dans le cas des méningites ou ce qu'on appelle les méningoencéphalites herpétiques. D'accord? Donc c'est une méningite avec participation encéphalique, une atteinte encéphalique par le varicelle zonavirus ou l'herpès zonavirus, et qui peuvent être responsables de ce qu'on appelle un tableau de méningoencéphalite virale, qui est grave. Vous allez voir par la suite dans les urgences, en réanimation et même en neurologie. Vous allez avoir également que vous avez les méningites lymphocytaires, graves, notamment dans le cas d'une tuberculose. Regardez, donc ici toujours cette dichotomie, les méningites à liquide purulent, donc l'aspect il est louche ou franchement purulent, avec une cytorachie qui est élevée, avec une protéinorachie qui est élevée, avec une glucorachie qui peut être effondrée ou normale. D'accord? Et les étiologies, ils varient en fonction du germe. On va faire une étude bactériologique pour isoler le germe. On dira est-ce que c'est un pneumocoque, est-ce que c'est un méningocoque, Pour les méningites à liquide clair, le liquide il est clair, avec une cytorachie qui est toujours élevée, avec une protéinorachie qui est élevée, avec une glucorachie qui peut être normale ou diminuée. Et puis, on a dit tout à l'heure que ça peut être des méningites virales, et à ce moment-là, on ne fait pas l'isolement du virus, ou ça peut être des méningites tuberculose. Toujours pour s'orienter, donc le SC soit normal, soit il peut être purulent, soit il peut être clair avec une réaction lymphocytaire, soit qu'il peut être sanglant, dans ce cas-là, soit ça peut être une hémorragie méningée, soit c'est une hémorragie méningée, ça c'est une PL traumatique. Donc c'est l'ensemble des cas de figure qui sont possibles, normal, purulent, méningite à liquide clair avec une réaction lymphocytaire, ou un liquide hémorragique. À ce moment-là, il faut être capable, grâce à la clinique, grâce à l'étude de 3 tubes, de faire la part entre une hémorragie méningée et la PL traumatique. Les méningoencéphalites, le terme de méningoencéphalite, donc méningoencéphalite, donc c'est une atteinte méningée, c'est un syndrome méningé, mais vous savez parce que les méninges sont à proximité du parenchyme cérébral, tout processus inflammatoire, infectieux, vasculaire qui normalement touche les méninges peut s'étendre au parenchyme. D'accord? Une fois il s'étend au parenchyme, on va avoir des signes d'atteinte encéphalitique, notamment du trouble de conscience, des crises épileptiques, une lourdeur d'un membre, du trouble de la parole, donc qui ne font pas partie du syndrome méningé. D'accord? Donc si vous avez des éléments, ce type d'éléments, vous dites c'est une participation encéphalitique associée et vous parlez de méningoencéphalite. Méningoencéphalite. Dans le cas du tableau de méningoencéphalite, le diagnostic qu'il ne faudrait jamais oublier, c'est les méningoencéphalites herpétiques. La méningoencéphalite virale d'origine herpétique. Il est du diagnostic difficile, d'accord, parce qu'on ne peut pas faire l'isolement du virus, d'accord. Donc on fait diagnostic sur un faisceau d'argument. Il faudrait la connaître parce que si vous traitez précocement, si vous y pensez, vous allez traiter précocement, vous allez mettre votre patient à l'abri de complications, notamment du trouble cognitif. Si vous diagnostiquez tardivement, monsieur, sortez. Si vous diagnostiquez tardivement, vous allez exposer votre patient à des séquelles neurocognitives. C'est un patient qui peut rester confus, qui peut avoir des troubles de mémoire, des troubles du jugement, du trouble de raisonnement. Donc, méningite, facile à connaître. Méningoencéphalite, c'est un syndrome méningé avec association à des symptômes d'atteinte encéphalitique, crise épileptique, trouble de conscience, trouble de la parole, trouble de mémoire. Et à ce moment-là, il ne faut jamais oublier la méningoencéphalite herpétique. Et puis l'hémorragie méningée. L'hémorragie méningée, c'est un tableau qui est très classique. Céphalée en coup de tonnerre. Le patient, il est ramené par sa famille et il a trop mal parce que c'est très douloureux. Il vous dira l'heure exacte. J'ai fait ça à 15h30, j'étais en train de manger ou de parler, ou je dormais, ou je faisais un effort sportif. Tout d'un coup, j'ai senti une douleur intense. Il vous dit, je n'ai jamais senti cette douleur. C'est tellement intense, c'est tellement le terme inhabituel. L'intensité et le caractère inhabituel. Donc, en tant qu'étudiant de deuxième année, c'est à partir des cours de sémiologie qu'on constitue
de circuit. Il faut être organisé dans sa tête. On m'a dit céphalée, intense, brutale, inhabituelle. Ça doit être ancré, ça doit être vraiment mis dans ma tête que c'est le mode de révélation d'une hémorragie ménagée. Par la suite, c'est s'avère que ce n'est pas une hémorragie ménagée, vous n'avez pas tort. Mais ce qui est grave, c'est d'avoir toutes ces descriptions et vous évoquez une méningite infectieuse ou une méningite virale. Non. Vous dites, toute personne qui vient aux urgences pour un tableau brutal, fait de céphalée, vomissement, photophobie, phonophobie, et c'est une céphalée intense et inhabituelle, c'est une hémorragie ménagée. D'accord? Donc la ponction lombaire, il ne faut pas la faire parce que déjà vous avez le diagnostic sur le scanner. En fait, le scanner, vous avez de l'hémorragie ménagée. Gardez à l'esprit, entre parenthèses, parfois on fait le scanner, on le trouve normal. Parfois vous avez des hémorragies ménagées qui sont très discrètes, ou vous avez une hémorragie ménagée cloisonnée, qui peut ne pas être visible sur le scanner. À ce moment-là, il n'y a pas de mal à faire l'appel, parce qu'on vous a dit la conduite. Donc, faites le scanner, ce n'est pas de contre-indication de l'appel, ce n'est pas d'hémorragie, vous faites l'appel. On fait l'appel, on a un liquide hémorragique, le 3 tubes, c'est un liquide homogène, ne coagule pas, c'est une hémorragie ménagée. D'accord? Par la suite, vous allez voir dans le cours de 4e année de neurochirurgie que devant une hémorragie ménagée, on va chercher sa cause, qui est en rapport, généralement, l'hémorragie ménagée, dans 60% des cas, il est en rapport avec une rupture d'anévrisme, qui peut être au niveau d'une artère cérébrale antérieure et une communicante antérieure. Regardez l'aspect, ici, un aspect hémorragique spontanément hyperdense de la vallée sylvienne, la grande citerne. Les autres étiologies, d'autres autres mécanismes qui vont donner une irritation des ménages, va se traduire par un syndrome ménageux. C'est j'ai des métastases. Au niveau des ménages, je vais avoir une méningite carcinomateuse. C'est j'ai une pathologie inflammatoire, systémique. Un lupus, une sarcoïdose. On peut avoir une localisation ménagère, avoir une méningite. Donc les étiologies, elles sont extrêmement nombreuses. Mais au stade où vous êtes, gardez à l'esprit que vous avez deux tableaux, deux grandes étiologies. L'hémorragie ménagère et les méningites. Les méningites, c'est très facile à reconnaître parce que le début n'est pas brutal. Vous avez un syndrome infectieux au premier plan. Par la suite, vous allez s'entraider par la PL pour dire finalement est-ce que c'est un liquide clair, est-ce que c'est un liquide purulent. Et l'étude bactériologique va mettre en évidence le germe qui est responsable. L'hémorragie ménagère, c'est un autre raisonnement. C'est un début brutal, c'est un tableau classique, tellement évident et stéréotypé, et le scanner va vous permettre de voir finalement cette hémorragie ménagère. Parfois, lorsque le scanner est normal, on est autorisé, on a dit qu'une fois le scanner normal, il faut faire l'appel. On peut faire l'appel, on peut trouver un liquide hémorragique qui ne coagule pas, qui ne se coagule pas, qui est homogène sur les 3 types, et c'est une hémorragie ménagère. D'accord? Donc, comme objectif de ce cours, l'étudiant à la fin de ce cours doit être capable de reconnaître la présentation typique. Il faut être capable de reconnaître la présentation typique d'un syndrome ménageux. Connaître. Il faut être capable de reconnaître les présentations atypiques du syndrome ménageux. D'accord? Il faut être capable de bien gérer une démarche diagnostique. On appelle démarche diagnostique les éléments qu'on doit faire. Donc, nous avons analysé le syndrome, on va faire le scanner. Une fois le scanner, il montre quelque chose, une hémorragie ménagère, on s'arrête, on verra la suite dans le cours de 4e année. Si le scanner est normal, s'il n'y a pas de contre-indication à l'appel, on fait l'appel. Et en fonction des données de l'appel, on va s'orienter. Liquide purulent, liquide clair. D'accord? Et puis, le 4e objectif, c'est de reconnaître les particularités sémiologiques des deux principales étiologies de l'hémorragie ménagère. Qui sont l'hémorragie ménagère, le syndrome ménager, qui sont l'hémorragie ménagère et les méningites. C'est clair?